Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un retour des États-Unis à une politique multilatéraliste? Ça, c'est une excellente question. C'est difficile d'y répondre. Il est évident que les États-Unis de Biden ne sont pas et ne seront pas les États-Unis de Trump. Trump était sur une position isolationniste sur laquelle il rejetait, je dirais par principe, le multilatéralisme, ses principes, ses institutions, ces règles pour s'enfermer, disons, dans des relations bilatérales basées uniquement sur le rapport de force. On n'est plus du tout dans cette doctrine avec Biden, où effectivement, on va avoir une importance renforcée du rôle des alliés, au moins dans les mots, parce qu'il faut quand même relever que même si on a eu effectivement ce retour des États-Unis au sein d'institutions multilatérales, au sein d'institutions de coopération, une des premières décisions qui a été faite et qui a été prise par l'administration Biden, ça a été le retrait des troupes d'Afghanistan qui a été fait sans consultation des alliés. Donc, je dirais pas qu'on a un retour à une politique vraiment multilatéraliste, on a un retour, disons, vers les alliés européens en ayant conscience que face à la montée de la Chine notamment, les États-Unis ont besoin maintenant plus que jamais de leurs alliés. Par rapport à ça, la réaction des Européens, je dirais qu'elle a été prudemment optimiste. Personne aujourd'hui, ou presque en Europe, ne regrette véritablement Donald Trump et l'élection de Joe Biden a été accueillie avec un vrai soulagement dans les chancelleries européennes. Après, force est de constater que les craintes qu'il pouvait y avoir sur un retour à une sorte d'âge d'or de la relation transatlantique, âge d'or qui n'a jamais vraiment existé, ces craintes, elles ont quelque peu disparu, car les Européens ne sont pas non plus naïfs, ils ne sont pas nés de la dernière pluie et ils savent que la coopération avec l'Amérique et avec les États-Unis de Joe Biden est importante. Cela étant, les divergences qui ont pu apparaître et se cristalliser plus qu'apparaître au moment de la présidence Trump, en fait, ne vont pas nécessairement disparaître. Sur les questions commerciales, on va pouvoir traiter les questions de manière plus civilisée que sous l'ère Trump, je dirais, et sur les questions de sécurité. On va avoir en face de nous un président américain peut-être plus conciliant ou en tout cas plus poli, plus diplomate dans ses propos, mais la problématique des États-Unis, c'est-à-dire d'assurer un meilleur partage du fardeau de la sécurité européenne entre les alliés, cette préoccupation qui n'est pas une préoccupation récente, mais qui avait eu un momentum particulier sous la présidence de Trump dans son approche transactionnelle de la sécurité européenne. L'approche transactionnelle, mais pas la nécessité d'avoir un meilleur partage de ce fardeau. Donc, je dirais un accueil plutôt optimiste, plutôt très chaleureux, mais aussi plutôt prudent. Il faut dire, et ce sera mon dernier point, que Joe Biden avait très bien préparé sa visite en Europe et qu'il a multiplié les gestes, disons, de bonne volonté vis-à-vis de ses alliés, en tombant d'accord avec les Européens sur la fin du conflit commercial autour du conflit Airbus-Boeing, qui n'est pas réglé sur le fond, mais en tout cas, les aspects de guerre commerciale qu'on avait vu apparaître sous l'ère Trump ont disparu. Mais il y a un certain nombre de messages rassurants qui ont été envoyés par l'administration Biden à différents alliés. On a vis-à-vis de l'Allemagne, les États-Unis n'ont pas multiplié les sanctions contre le projet Nord Stream 2 et par ailleurs la chancelière allemande est la première chef d'État et de gouvernement européenne à être invitée à la Maison-Blanche. Vis-à-vis de la France, on a répondu à une attente majeure des Français, c'est-à-dire de reconnaître l'importance des initiatives de défense des Européens dans le cadre de l'Union européenne comme contribution à la sécurité transatlantique. Et enfin, vis-à-vis de l'Europe centrale et orientale,
à quelques jours avant la visite de Joe Biden à Vladimir Poutine, la réaffirmation du caractère sacré de l'article 5 et son extension à un certain nombre de domaines, et notamment au domaine du cyberespace, aussi au domaine spatial, mais donc un certain nombre de réassurances qui ont été données à ses alliés. Il est clair que Joe Biden avait deux objectifs quand il venait en Europe. Le premier, c'était de rassurer ses alliés européens. Le second, c'était d'avancer son agenda en termes de politique étrangère, de reprise du leadership au niveau mondial, notamment pour faire face à la montée en puissance de la Chine, qui est véritablement perçue comme la première menace pour la suprématie des États-Unis. Effectivement, le communiqué du sommet de l'OTAN fait référence à la Chine, n'y fait plus référence à la fois comme une source d'opportunité et comme, disons, une source de défi pour l'Alliance transatlantique, mais il fait référence plutôt sous la forme de menace et puis sous l'utilisation du vocable de la rivalité systémique qui est pointée du doigt. Donc, c'est vrai que la Chine est présente dans ce communiqué. Après, je pense qu'il est intéressant de regarder, si on regarde dans le détail ce communiqué, il ne faut pas exagérer la place qu'a la Chine dans ce communiqué. On en parle dans 2 paragraphes. Il y a une quinzaine de paragraphes en comparaison qui sont consacrés à la Russie et qui sont assez durs vis-à-vis de la Russie. Ce qui explique à la fois cette apparition de la Chine et en même temps cette apparition relativement discrète de la Chine dans ce communiqué, en fait, c'est la divergence d'appréciation de la situation chinoise par les dirigeants occidentaux. Pour les États-Unis, la question chinoise est la question principale au niveau des relations internationales et elle est vécue uniquement comme une menace pour la suprématie américaine. Les Européens n'ont pas du tout la même position, leur suprématie n'existe pas, elle n'est donc pas menacée et donc la relation qu'ils ont avec la montée en puissance de la Chine n'est pas du tout la même que celle que les Américains ont vis-à-vis des Chinois. Et clairement, on voit de la part des Européens une volonté de ne pas rentrer dans un trop grand antagonisme vis-à-vis de la Chine et du gouvernement chinois pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a un certain nombre de coopération au niveau économique, au niveau industriel et que, notamment en Allemagne, le partenaire chinois est un partenaire commercial important. Mais au-delà de ça, il me semble que les Européens ont conscience que sur un certain nombre de sujets, la Chine peut aussi être un partenaire. Et c'est peut-être ça qui est important de relever, c'est que le vocabulaire de la rivalité systémique en soi n'est pas très nouveau. En fait, on réutilise le vocabulaire que les Européens avaient déjà utilisé dans leur communication de 2019 sur les relations avec la Chine, qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais alors qu'en 2019, et alors que les Européens, quand ils en viennent à la Chine, eh bien, ils qualifient la Chine comme éventuellement un rival systémique, mais aussi comme un partenaire et comme un compétiteur, il est clair que dans le cadre transatlantique, c'est vraiment la notion de rivalité qui est mise en avant. Donc en fait, il y a une relation beaucoup plus riche, probablement plus complexe, même s'il ne faut pas réduire effectivement probablement la relation des États-Unis avec la Chine à cette seule dimension de confrontation. Mais en tout cas, il y a cette, je dirais, écrasement dans le cadre transatlantique de la richesse voulue par les Européens dans leur approche de la Chine. Et peut-être juste un point pour finir sur cette question. Il me semble que la question de la relation avec la Chine, elle va être vraiment extrêmement importante pour les Européens, notamment pour identifier ce qu'il en est de leur autonomie stratégique. L'accord de principe qui a été trouvé à la fin de l'année dernière sous la présidence allemande sur un accord d'investissement entre la Chine et l'Union européenne a été présenté par les Européens comme un symbole de cette autonomie stratégique vis-à-vis des Américains.
une partie de cette autonomie stratégique des Européens va se jouer sur la capacité des Européens à se détacher de la politique américaine en matière chinoise. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Union européenne soit à équidistance des États-Unis et de la Chine, parce que nous n'avons pas la même relation avec les Américains et avec les Chinois, que nous avons une relation extrêmement riche, extrêmement profonde avec les États-Unis, que la sécurité collective du continent européen repose au moins pour partie sur ce partenariat transatlantique, et qu'en comparaison, notre relation avec la Chine est beaucoup plus, je dirais, ténue, elle est moins profonde. En tout cas, nous percevons que nous sommes probablement moins proches des Chinois que nous ne le sommes des Américains. Pour autant, vraiment la question de cette autonomie stratégique européenne, elle va se poser sur la capacité des Européens à développer une politique chinoise qui leur est propre, qui ne sera pas alignée sur celle des Américains et qui sera plus riche et qui pourra se détourner de la politique américaine. La présidence Trump a été un formidable argument pour le développement d'une autonomie stratégique européenne ou d'une souveraineté européenne ou d'une puissance européenne, quel que soit le terme qu'on choisisse d'utiliser. Quoi qu'il en soit, et c'est vrai que l'élection de Biden a fait naître un certain nombre de craintes, en particulier en France, et bien qu'on retourne à la situation d'avant Trump, à une situation où finalement, à quoi sert l'autonomie stratégique européenne si les Américains sont de nouveau là pour assurer la sécurité des Européens. Il est clair qu'une présidence Biden n'aura pas exactement les mêmes conséquences en termes de rythme de développement de cette notion d'autonomie stratégique européenne. Mais il me semble que cette notion ne va pas disparaître, loin s'en faut. Elle ne va pas disparaître pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les Européens ont conscience que peut-être que leur partenariat avec les États-Unis ne va pas durer éternellement et qu'il n'est pas exclu que, après l'élection de Biden, soit réélu Trump ou soit élu un nouveau Trump, et que donc, à ce moment-là, la sécurité des Européens soit de nouveau menacée parce que le partenariat transatlantique sera de nouveau prisonnier d'une approche transactionnelle. Et ça, c'est effectivement une possibilité qu'on ne peut pas exclure. L'autonomie stratégique européenne s'est développée bien au-delà des questions de défense et de sécurité. Elle s'est développée en particulier en matière industrielle, en matière technologique, et clairement, la crise du Covid-19 a été un formidable argument pour le développement de l'autonomie stratégique européenne en matière industrielle et technologique. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, cette notion, dont le contenu n'est pas vraiment très précis, a une aire politique, une surface politique beaucoup plus large qui permet aux Européens aussi d'avoir un dialogue entre eux sur la relation qu'ils souhaitent avoir avec le reste du monde et sur la manière dont ils vont traiter la question des interdépendances entre l'Union européenne et le reste du monde, et donc aussi les interdépendances qui sont entre eux en conséquence. Donc, la notion d'autonomie stratégique européenne, elle est là pour rester de manière durable. Cela étant, tout l'enjeu maintenant, ça va être de savoir si l'autonomie stratégique européenne va aussi continuer à se développer dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et là, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, là encore, cette notion va continuer à faire sens, me semble-t-il, dans la mesure où on a quand même un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. On a le Fonds européen de défense, notamment au niveau européen, au niveau du développement des capacités européennes qui a été mis en place, qui sera concurrencé par le Fonds OTAN pour l'innovation, qui a été annoncé récemment. Mais il me semble qu'il y a cette prise de conscience de la part des Européens que d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour se préparer au retrait des États-Unis de l'architecture de sécurité européenne, soit que ce soit pour pouvoir assumer une plus grande part du fardeau dans la sécurité transatlantique, il va falloir
continuer à développer la capacité d'action des Européens. Et cette capacité d'action, elle doit pouvoir se faire selon les termes des Européens. Et ça, je pense je ne dirais pas qu'il y a un consensus là-dessus, mais qu'en tout cas, le débat va continuer. Et le débat ne va pas disparaître, le débat va continuer, et ce qui est probablement le plus important.